À la une de cette édition, lancement officiel en République démocratique du Congo des activités du Fonds de garantie partielle du portefeuille des crédits ce 5 septembre 2023. Le fonds a été lancé par le Fonds pour l'inclusion financière en RDC et le ministère de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, l'année scolaire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle démarrera ce lundi 11 septembre 2023. Des changements sont notables pour cette année 2023-2024. Les détails dans cette édition. Et puis l'Institut universitaire d'Abidjan a célébré ses diplômés. Les étudiants de la licence 3 et du master de toutes les facultés de l'Institut ont reçu leur diplôme de fin de formation. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition avec la République démocratique du Congo. En RDC, le FPMSA, Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo, ainsi que le ministère de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises ont procédé au lancement officiel des activités du Fonds de garantie partielle du portefeuille des crédits le mardi 5 septembre 2023 au Sultani Hotel à Kinshasa. 37 millions de dollars, c'est l'enveloppe octroyée par la Banque mondiale pour soutenir ces activités qui visent principalement à faciliter l'inclusion financière à travers le projet Transform. Pour en savoir un peu plus, suivons ce reportage de Béni Tabi et Freddy Lumbala, nos correspondants en République démocratique du Congo. Le FPMSA, Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo, ainsi que le ministère de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises ont procédé au lancement officiel des activités du Fonds de garantie partielle du portefeuille des crédits, Fonds GPP, le mardi 5 septembre 2023 au Sultani Hotel à Kinshasa. Mis en place à travers le projet Transform, cet outil a bénéficié d'un appui financier s'élevant à 37 millions de dollars de la part de la Banque mondiale en vue de permettre aux institutions financières participantes d'accorder des crédits à des détenteurs des projets viables qui n'auraient pas obtenu des financements en l'absence de cette garantie. Les attentes autour de ce projet sont notamment d'accroître l'inclusion financière, c'est-à-dire l'accès au crédit, au MPM, ayant des projets viables, mais qui n'ont pas assez de garanties pour soutenir leurs demandes de crédit au niveau des institutions financières. À l'octroi de cette garantie, nous signons un contrat de performance en termes d'indicateurs d'impact avec les institutions financières bénéficiaires. On va se mettre d'accord sur les cibles, sur le nombre de nouveaux crédits à créer. Alexis Mangala-Ngongo, coordonnateur du projet Transform, est revenu sur l'action du projet pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. Le projet Transform, financé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais, poursuit l'objectif de transformer les tissus économiques locaux à travers la création de nouvelles entreprises, l'amélioration des capacités compétitives des MPME, donc micro, petites et moyennes entreprises, notamment des femmes entrepreneurs, afin de favoriser leur accès au marché. Avec une quotité garantie de 50%, une commission de 2% avec un taux de dégradation inférieur à 4 et 3% avec un taux de dégradation entre 4 et 12%, le fonds GPP permet aux institutions financières de conserver en tout état de cause un pourcentage de 50% à leur charge. Signalons que le FPMSA œuvre depuis plusieurs années en RDC par des activités de refinancement afin de faciliter l'accès aux produits et services financiers aux MPME et aux populations actives à faible revenu dans le but de réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations en RDC. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à l'actualité des réseaux et plateformes œuvrant à la promotion et à la mise à l'échelle de l'agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest. Ces réseaux et plateformes étaient en atelier du 5 au 8 septembre 2023 à Abidjan. Il s'agissait
pour eux d'unir leurs forces afin de mieux porter le plaidoyer de l'agroécologie au niveau des décideurs. L'atelier international a été clôturé par un communiqué d'engagement commun des réseaux et plateformes présents. Reportage de Konina Nourgo et d'Ismaël Doza. Face au changement climatique, ils ont décidé de s'unir pour mieux agir. Œuvrant à la promotion de l'agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest, ces réseaux et plateformes ont eu le temps de formaliser leur union durant ces 3 jours d'atelier international tenu du 5 au 8 septembre 2023 à Abidjan. Désormais unis, ces réseaux et plateformes ambitionnent d'influencer les politiques agricoles des décideurs en faveur de l'agroécologie paysanne. La plupart des réseaux travaillent sur les aspects pratiques. Il y a des membres qui sont sur les questions des semences, d'autres sont sur les questions foncières, d'autres travaillent sur l'agroécologie de façon globale, mais d'autres sont aussi sur les questions liées au marché. Parce que quand on parle d'agroécologie, il y a la question aussi de la conservation du marché pour la création de la richesse et des emplois, mais aussi la question de la redistribution de la richesse. À peine unis, ces réseaux et plateformes pour la promotion et la mise à l'échelle de l'agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest s'en prennent aux multinationales de l'agrochimie dans leur communiqué d'engagement. Nous dénonçons la même mise de plus en plus importante des multinationales de l'agrochimie et de l'agro-industrie et des fonds d'investissement sur la gouvernance de nos systèmes agricoles et alimentaires, même mise qui s'exprime notamment par la multiplication des initiatives et processus politiques multi-acteurs opaques. Avec un plan d'action en main, ces réseaux et plateformes composés de paysans, de chercheurs, de pêcheurs ou d'éleveurs entendent changer les choses et collaborer sur plusieurs plans afin d'atteindre la vision commune de promotion de l'agroécologie paysanne. Nous nous engageons à améliorer le partage d'informations entre nos réseaux, mener des actions collectives de mise à niveau sur les processus et espaces politiques, participer collectivement aux événements stratégiques pour la promotion de l'agroécologie paysanne. Dans leur démarche, ces réseaux et plateformes entendent s'appuyer sur le manifeste de l'agroécologie et ses 7 piliers, validé en 2017 au Mali par 250 participants issus de 24 pays des 5 continents. Ouvrons une page consacrée au secteur éducation-formation. Le découpage de l'année scolaire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est connu. L'année scolaire démarre ce lundi 11 septembre 2023 avec 2 semestres. Cette année scolaire 2023-2024 qui s'annonce avec des changements est placée sous le thème « Un dispositif de formation professionnelle et technique de qualité, gage d'une insertion réussie et durable des jeunes ». Les détails dans cet élément que signent Diane Cablancan et Marie-Syrie. 2 semestres, c'est la période pendant laquelle les élèves de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vont étudier cette année scolaire 2023-2024. Le premier jour de rentrée qui commence le lundi 11 septembre 2023 s'étendra jusqu'au vendredi 12 janvier 2024, soit 16 semaines, comprenant 640 heures de cours. Quant au deuxième semestre, il débute du lundi 12 février 2024 au vendredi 14 juin 2024, soit 16 semaines comprenant 640 heures de cours. Pour le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, cette rentrée s'ouvre dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 qui fait une part belle à notre ordre d'enseignement. Et nous avons en charge aujourd'hui la formation de la jeunesse. Et lorsqu'on parle de réforme au niveau de notre secteur, nous visons principalement 2 choses. D'abord, accroître les capacités dans le secteur de la formation professionnelle et améliorer l'enseignement et la formation de sorte à attirer le maximum de jeunes dans le sous-secteur, de sorte aussi à former au métier et à satisfaire les besoins des entreprises. Donc, pour l'année qui va commencer, nous allons poursuivre ces efforts de réhabilitation, de construction, mais aussi de renforcement des capacités des enseignants d'abord, des formateurs, et rechercher aussi des partenariats pour faire en sorte qu'il y ait cette mobilité au niveau de notre secteur. Notre système éducatif dans sa globalité se caractérise par quelque chose qui est connu, l'inadéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. Et l'une des stratégies mises en place par le gouvernement pour remédier à ce problème systémique, c'est de faire en sorte que notre dispositif d'enseignement technique et de formation professionnelle soit renforcé
donc aussi bien en termes de quantité d'apprenants, mais également en termes d'offres de formation dans ce sous-secteur. Le changement majeur pour cette année scolaire se situe au niveau des congés. Si l'on note la suppression des congés de février, il est à remarquer aussi l'entrée du congé exceptionnel, Cannes. Il part du vendredi 22 septembre 2023, marqué après les cours du soir, au mardi 2 janvier 2024 inclus. Cette réunion de rentrée a aussi été l'occasion pour le premier responsable de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de dresser le bilan de son département et de situer les perspectives. Il faut noter que les grandes vacances 2024 de l'enseignement technique commenceront du mercredi 31 juillet 2024 au dimanche 8 septembre 2024 inclus. Les étudiants de la licence et du master de toutes les facultés de l'Institut universitaire d'Abidjan IUA ont reçu leur diplôme de fin de formation. Des diplômes qui viennent couronner plusieurs années de formation dispensées par les responsables de l'Institut avec pour objectif de former des leaders de demain. La cérémonie de remise de diplôme s'est tenue dans la commune de Cocody. Zainab Dosso, Tima Traoré. Ce sont 1000 étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan qui ont été récompensés ce vendredi 8 septembre. Des étudiants de la licence professionnelle et du Master 1 et 2 de toutes les filières confondues, communication digitale, marketing, finance, droit, fiscalité. Tous se sont réjouis de leur diplôme après un long temps de travail acharné. Pour eux, ces diplômes représentent leur abnégation et marquent le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Vraiment, je suis émue, je suis vraiment heureuse. Je suis contente après 3 ans de formation, après 3 ans de dur labeur, après 3 ans de difficultés, de recevoir ce diplôme aujourd'hui, 8 septembre. L'impression que j'ai, c'est un sentiment d'abord de joie et aussi je suis plein de bonnes émotions quand même parce que ça n'a pas été facile durant ces 3 ans. Et nous avons tenu bon, nous avons étudié et aujourd'hui nous sommes soldés par cette remise de diplôme. Les responsables de l'Institut universitaire d'Abidjan se félicitent du travail abattu pendant toutes ces années et remercient les parents de leur avoir fait confiance pour l'encadrement de leurs enfants avec pour intention de faire d'eux des leaders de demain. Hier, ils étaient de simples bacheliers. Aujourd'hui, ils ont acquis de la valeur en obtenant un diplôme. Merci, chers parents. L'IUA fera toujours les sacrifices nécessaires pour être à la hauteur de vos attentes. Nous vous assurons de travailler au quotidien à mettre l'IUA aux standards internationaux. Nous ne pouvons que remercier les professeurs, les encadreurs et surtout la direction de l'établissement qui organise ces activités. La cérémonie de graduation des étudiants de l'UIA est à sa 4e édition. Cette journée a été enrichie par plusieurs prestations d'artistes pour le grand bonheur des parents, amis, encadreurs et partenaires de l'Institut universitaire d'Abidjan. Rendons-nous à Katiola où les populations du Hambol ont renouvelé leur confiance aux élus de la région lors des élections locales du 2 septembre dernier. La plupart des conseillers régionaux et municipaux en fonction lors du dernier exercice ont vu leur mandat reconduit pour leur permettre de poursuivre les œuvres de développement. Emmanuel Bonzo. À la faveur des élections locales du 2 septembre dernier, les populations dans la région du Hambol ont penché pour la continuité du développement au moment du vote. Cela s'est observé par les résultats du scrutin où la plupart des élus du dernier exercice ont vu leur mandat renouvelé par les administrés. Cette constance et confiance en leurs élus, c'est ce qu'a tenu à souligner lors d'une conférence de presse le président réélu du conseil régional du Hambol, Ibrahim Khalil Konaté. La région du Hambol est un bastion du RHDP.
Et ça, c'est dû au fait que le président Ouattara a posé des actes forts en matière de développement. Donc les élections, c'est des occasions pour la population de lui renouveler leurs remerciements. En effet, les œuvres de développement du président de la République Alassane Ouattara dans la région ont constitué des raisons ayant pesé dans le choix des populations. Pour permettre à ces actions de se poursuivre, elles ont décidé de remettre le couvert en offrant leur onction aux élus du précédent mandat. Une confiance que les élus entendent de nouveau mériter. Je considère que c'est des populations qui sont acquises au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Communiquons sur l'amélioration qui a été apportée par l'action du gouvernement du président Alassane Ouattara sur le quotidien des populations de Katiola, de Dabakala et de Niakara. Sur 11 communes dans le Hambol, le parti du président Alassane Ouattara, le RHDP, en a raflé 7, en plus du conseil régional où le candidat réélu a obtenu 81,82%. Les journalistes, communicateurs et professionnels de médias des régions du Gantougo et du Boukani, ainsi que les meilleurs acteurs de développement de l'année ont été distingués à l'occasion de la 10e édition de la Grande Nuit des Oscars de la communication, organisée par la structure Vision de Star, dirigée par le confrère journaliste Timothée Mori. Suivons le résumé de cette cérémonie de récompense avec Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou. La mairie de Bondoukou soutient la grande nuit des Oscars de la communication qui récompense les meilleurs journalistes professionnels de médias dans la région du Gantougo. L'initiative du groupe Vision d'Histoire avec à sa tête le journaliste Timothée Mori. Il s'agit également d'aiguiser leur professionnalisme. De permettre à tous les communicateurs, tous les journalistes de s'approprier les règles d'éthique et de déontologie de notre métier. Sous les yeux du ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani et de plusieurs personnalités, une quinzaine de prix ont été décernés allant de la meilleure production télé-radio, le meilleur reporter d'images photos, le meilleur annonceur public, tout comme le prix du meilleur maître de cérémonie de la région et bien d'autres distinctions. Cette année, un prix spécial de meilleur artiste du Zonzon a été décerné à l'artiste chanteur, musicien C. Charles, l'un des pionniers de la musique dans le district autonome du Zonzon. Plusieurs autres distinctions pour des agents de développement est remis à plusieurs personnalités pour leur implication dans le développement de la région du Gantougo. Le super prix du meilleur agent de développement régional est revenu au ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani. Cette cérémonie des Oscars de la communication a vu également la participation du premier responsable de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, l'OLPED, M. Zio Moussa, qui avait à ses côtés l'une des légendes de la radio en Côte d'Ivoire, le doyen à la retraite Jules Kofi Ebois. Le métier de journaliste est un métier d'avenir, qui a de l'avenir. Et la nuit des Oscars de la communication est l'une des mesures précieuses qui me conforte dans cette affirmation. Parce que justement, les Oscars de la communication révèlent à chacune de ces éditions, de ces célébrations donc des meilleurs, quelques pépites qui participent de la pérennisation du grand journalisme professionnel. Cette 10e édition des Oscars de la communication du Zonzon, initiative de Vision des Stars, se veut se creuser pour mettre en lumière les journalistes, professionnels de médias et acteurs de la communication à travers leurs micros, leurs caméras, leurs plumes et leurs voix, qu'ils soient de véritables ambassadeurs qui œuvrent pour la paix et le développement du district autonome du Zonzon. San Pedro, région située à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, bordant le Libéria à l'ouest et le golfe de Guinée au sud, est prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Le stade olympique de la ville balnéaire de San Pedro, d'une capacité de 20 000 places, bâti sur une superficie de 16 hectares et demi, a été inauguré par les autorités avant le match Côte d'Ivoire-Lesotho. On le voit dans cet élément que signent Abel Kwao et Walter Kofi. C'est un stade de 20 000 places construit à San Pedro. En donnant le nom de Laurent Pokou à ce majestueux stade construit à l'occasion de la CAN 2023, le gouvernement de Côte d'Ivoire voudrait rendre un vibrant hommage à tous les sportifs ivoiriens, mais surtout à Laurent Pokou. De son vrai nom, Laurent Ndri Pokou, il est né le 10 août 1947 à Trècheville et décédé le 13 novembre 2016 à Cocody. Avant-centre titulaire de l'équipe de la SEC puis de l'équipe nationale, il obtient une reconnaissance internationale en obtenant le titre
deux meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et 1970. Cet instant mémorable et inoubliable est si important pour nous. Sa famille biologique, représentée ce soir par ses enfants, je porte donc la parole au nom et pour le compte de tous pour sacrifier à un devoir de reconnaissance et de gratitude. Il a plu à son Excellence M. Alassane Ouattara d'immortaliser une ancienne gloire en hommage à tous ceux qui, avec force, vigueur et abnégation, portent haut le flambeau de notre pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le sport et la culture sont pris en compte dans le budget de l'État et de la meilleure manière. Et la jeunesse doit profiter. Et la jeunesse du district du Bas-Sandra doit profiter de ces infrastructures. C'est un sentiment de fierté parce que pour la première fois, c'est une entreprise ivoirienne, certes en partenariat avec un grand groupe étranger, qui a réalisé des infrastructures de cette nature. Notons que le stade Laurent Pokou de San Pedro est l'un des 4 stades de l'intérieur du pays qui accueilleront la CAN 2023. Bâti sur une superficie de 16 hectares, il est doté de tribunes toutes couvertes. Il compte 10 accès pour le grand public et des entrées pour les organisateurs de la compétition, la presse, les équipes et les personnalités. Le stade Laurent Pokou de San Pedro comporte aussi des vestiaires équipés pour les joueurs, plusieurs toilettes pour le grand public, 4 ascenseurs, des infirmeries et une salle média. En image, pour finir, en Afrique, les ultra-riches, les personnes ayant un patrimoine minimum de 30 millions de dollars, sont devenues moins nombreuses et moins fortunées en 2022 selon un rapport publié le 6 septembre 2023 par le cabinet de recherche singapourien. Ces Africains fortunés ont également vu leur patrimoine cumulé baisser de 3,9% en 2022 à 360 milliards de dollars en raison de la hausse des coûts des importations et du resserrement des conditions de financement et de la dépréciation des monnaies locales par rapport au dollar américain. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.